ça c'est de la 3-CMC. C'est vraiment un produit qui circule énormément actuellement. Ça c'est de la 5-MMPA. Donc là vous voyez c'est du bromazolam. Ça c'est de la MDMA, c'est de l'ecstasy. 3-hydroxy-PCP. Et donc on nous envoie les poudres et on demande d'évaluer ce qu'il y a à l'intérieur. Dans cette barquette en plastique, il y a des échantillons de drogue qui ont provoqué en France des overdoses, qui ont parfois occasionné des admissions en réanimation et parfois aussi des morts. Et parmi ces substances, on retrouve beaucoup de drogues de synthèse. C'est une nouvelle façon de produire des drogues qui est très en vogue depuis quelques années. La plus médiatique, c'est le fentanyl, ou plutôt les fentanyloïdes, des dérivés de cette substance, qui est 50 fois plus forte que l'héroïne. Des produits qui sont fabriqués dans des labos clandestins, qui sont ensuite distribués par des cartels et qui font des ravages aux États-Unis. It's one of the country's top killers. More than guns, more than car accidents, and more than suicides. Every day brings another story about the depth of this country's opioid crisis. The victims are young, old, rich, and poor. This crisis is impacting communities across the country. Là-bas, les décès liés à des overdoses explosent et certains redoutent que ce phénomène traverse maintenant l'Atlantique. Moi, quand je parle avec les narcos du cartel que je connais et qui vendent du fentanyl, ils me parlent très clairement aujourd'hui d'exportation de fentanyl vers l'Europe. On reviendra là tout à l'heure. On est au service de toxicologie de l'hôpital de Garches, à quelques kilomètres de Paris. S'il y a une nouvelle drogue de synthèse qui circule en Île-de-France, il y a de fortes chances qu'elle arrive ici pour être identifiée et analysée. Alors là ici on a des poudres qui ont montré la présence d'héroïne qui est contaminée avec des fentanyloïdes. En fait on reçoit tout plein de poudres. La plupart du temps c'est dans des cadres médico-légaux. Il y a quelqu'un qui est décédé et donc on a récupéré la poudre. L'analyse, elle se passe ici et c'est le rôle des techniciens du laboratoire de cet APHP. On isole d'abord les composants et puis on identifie ces composants un par un. Le but, c'est d'avoir la carte d'identité la plus précise possible des drogues qui sont apportées ici. Alors là on a un exemple de poudre qui a été analysé dans notre laboratoire et cette poudre contenait 3 fentanyloïdes, à savoir du carfentanyl tout d'abord. Carfentanyl, c'est un des fentanyloïdes les plus puissants que l'on connaisse. C'est celui qu'on utilise pour anesthésier les éléphants. Donc pour vous dire à quel point c'est un produit hyper puissant. Le patient qui a utilisé cette poudre a fini en réanimation pendant quelques jours. Et vous voulez savoir le pire dans cette histoire? Le patient en question n'était même pas au courant qu'il avait pris du fentanyl. On fait des analyses capillaires, des analyses de cheveux, et on dit au sujet, quand on travaille sur de la réduction des risques des toxicomanes, on lui dit vous avez pris tel ou tel produit. Il nous dit non, j'ai jamais pris tel ou tel produit, je prenais ça plutôt. En fait, ils ne se rendent pas compte. Et quand ils prennent un produit, c'est associé avec d'autres produits qu'ils ne savent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai risque. Les autorités américaines luttent contre le fentanyl, un opioïde qui a tué plus d'1 demi-million d'Américains en 20 ans. Mais cette lutte n'est absolument pas efficace. Jugez plutôt, le nombre d'overdoses a doublé chez les 10-18 ans ces dernières années. Pour comprendre pourquoi il faut redouter une arrivée du fentanyl en Europe, une image peut presque suffire. On voit ici les doses létales pour plusieurs substances, ici pour du tramadol, ici pour de l'héroïne, là pour de l'oxycodone, et enfin pour du fentanyl. 2 mg, gros comme des cristaux de sel, suffisent pour tuer un homme ou une femme, un proche, un voisin. Alors pourquoi est-ce que l'on parle de ce sujet maintenant? Pourquoi 2024 pourrait vraiment être l'année où le fentanyl arrive en Europe? Pour 2 raisons en fait. La première pourrait vous étonner, mais c'est le retour des talibans en Afghanistan. L'Afghanistan est depuis une vingtaine d'années le premier producteur d'opium au monde. L'opium permet de fabriquer de l'héroïne. C'est un opiacé d'origine naturelle, contrairement au fentanyl qui est fabriqué en laboratoire. Mais les talibans, qui ont repris le contrôle du pays en avril 2021, ont interdit la culture de l'opium. Et ça n'a pas toujours été le cas par le passé, mais cette fois-ci, la consigne semble avoir été particulièrement respectée. La production d'opium est donc passée de 6200 tonnes en 2022 à 333 tonnes en 2023. On s'attend donc à un épuisement des stocks d'opium et à une pénurie d'héroïne. Ce qui est un peu étonnant parce qu'à première vue, on devrait se réjouir de cette pénurie d'héroïne en Europe, sauf que non, parce que beaucoup redoutent que le fentanyl devienne le substitut préféré, disons, des gens qui n'auront pas leur dose d'héroïne. La deuxième raison, c'est justement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Alors juste un chiffre, pour bien se rendre compte,
environ 58 000 Américains sont morts pendant la guerre du Vietnam, qui a duré 20 ans, entre 1955 et 1975. Et depuis 2020, les opioïdes de synthèse tuent chaque année entre 60 et 80 000 personnes. Autrement dit, depuis 4 ans, les États-Unis perdent chaque année l'équivalent d'une guerre du Vietnam à cause des overdoses liées aux opioïdes. En 2023, l'administration Biden a demandé au Congrès américain un budget historique pour lutter contre ce fléau, et là on parle d'une somme de 46 milliards de dollars. And I'm committed to doing everything in my power as president to get this crisis under control. Le problème, c'est que ce réveil des Américains, qui est un peu tardif, a déjà conduit les cartels à trouver d'autres marchés, et que l'Europe en fait partie. C'est une situation qui concerne directement l'OFAST, l'Office Anti-Stup, un organisme opérationnel depuis le 1er janvier 2020 qui coordonne la lutte contre les stupéfiants sur tout le territoire. Donc le sujet qui monte aujourd'hui, effectivement, c'est celui des drogues de synthèse qui prennent de l'ampleur et sur lesquelles les saisies sont plus importantes qu'elles ne l'étaient dans les dernières années. On regarde avec attention ce qui se passe en Afghanistan pour voir effectivement si ça va avoir un impact sur la disponibilité du produit en Europe occidentale et en France en particulier. À la frontière entre le Mexique et les États-Unis, les saisies de fentanyl ont été multipliées par 10 en seulement 5 ans, avec quand même 12 000 kilos saisis en 2023. Le rôle de l'OFAST, c'est d'éviter qu'on en arrive là. Pour l'instant, les saisies en France sont très faibles. Le dernier record date de 2018, 600 grammes dans un appartement parisien. Le fentanyl est un point d'attention particulier pour les services français, compte tenu de ce qui se passe outre-Atlantique. Et ça nous impose d'être vigilants. Être vigilant, c'est mettre des capteurs en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'arrivée de produits sur le territoire français et qu'on ne soit pas, nous, sur des routes en fait, devenues de produits précurseurs ou pré-précurseurs qui rentrent dans la composition du produit. Être vigilant, c'est d'écouter les différents signaux qui peuvent être émis à gauche ou à droite. Vous avez un exemple de ces signaux ou de ces capteurs ? Ça, j'en dirais pas beaucoup plus. L'OFAST a plusieurs cartes en main pour lutter contre les différents trafics. Il y a la surveillance, il y a le renseignement humain, il y a aussi la collaboration entre différents services étrangers. Tout ça permettant parfois d'avoir une info sur, par exemple, un container qui arrive dans un port et qu'il serait judicieux de contrôler. En matière d'attention, l'un des points qui est observé, c'est l'existence ou non de laboratoires sur le territoire européen. La France est assez peu concernée, ce qui veut dire qu'on démantèle assez peu de laboratoires. On n'a pas tellement d'éléments, il y a quelques-uns en fait, par an. À l'échelle de l'Union européenne, l'estimation qui est faite, c'est 350 laboratoires démantelés par an à peu près. Il y a donc, grosso modo, un laboratoire démantelé tous les jours en Europe, avec une très forte implantation en Pologne où les organisations criminelles sont très actives. Parce qu'il faut dire que l'Europe, c'est un marché très convoité pour les trafiquants. L'Observatoire européen des drogues estime à 1 million le nombre de consommateurs d'héroïne, à 1,8 million le nombre de consommateurs de MDMA, à 2,3 millions le nombre de consommateurs de cocaïne et plus de 15 millions pour le cannabis. Un terreau que convoitent évidemment les cartels mexicains. Alors moi je suis Bertrand Monnet, je suis professeur à l'EDEC où je suis titulaire de la chaire Management des risques criminels. Pour savoir ce que les cartels comptaient faire avec le fentanyl, Bertrand a eu une idée intéressante, leur demander directement. Ces rencontres en immersion avec le cartel du Sinaloa ont donné lieu à plusieurs reportages écrits et vidéos diffusés par Le Monde. Moi, quand je parle avec les narcos du cartel que je connais et qui vendent du fentanyl, ils me parlent très clairement aujourd'hui d'exportation de fentanyl vers l'Europe, d'abord vers la Grande-Bretagne, mais aussi vers des pays de l'Union européenne. Le marché visé par les cartels, ce n'est pas le consommateur de rue qui achète de l'héroïne ou du crack. Ce que visent les cartels ici, c'est tester un autre marché. C'est le marché des consommateurs de drogues de synthèse, d'ecstasy, c'est le marché des consommateurs de médicaments consommés à des fins psychotropes. C'est des gens qui pourraient consommer du fentanyl sans le savoir parce que leur dealer d'ecstasy a mélangé un peu d'exta ou de kétamine avec du fentanyl. Ça c'est très dangereux parce que ces gens-là, au départ, ne seront pas conscients qu'ils consomment du fentanyl, mais ils seront quand même addicts toute leur vie. Alors il y a quand même un point majeur qui nous distingue des États-Unis, et dans le bon sens. C'est notre rapport aux antidouleurs. Je vous explique. Aux États-Unis, les médecins ont prescrit et continuent d'en prescrire énormément. C'est la raison première qui explique la crise des opioïdes là-bas. Des patients se soignent via des antalgiques prescrits par leurs médecins qui contiennent des opioïdes, puis ils n'ont plus de prescription, mais comme ils sont déjà accros, ils se tournent vers des dealers pour obtenir d'autres opioïdes. Des opioïdes beaucoup plus dangereux qui occasionnent toutes ces overdoses
et toutes ces morts. Et notre modèle de santé est aussi un atout parce que dans toute crise sanitaire d'ampleur, l'accès aux soins pour tous est primordial. Or, on l'a vu notamment à l'occasion de la crise Covid, ce n'est pas le cas aux États-Unis.